Salut à tous, c'est Nina, c'est parti pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, petit pas à pas pour réaliser cette robe de l'atelier des sorciers qui est la robe d'apprenti qui va sous la cape vert, bleu, turquoise, bref, couleur chelou. Et je vous propose donc de réaliser un pas à pas sur comment je l'ai faite, sachant que je suis autodidacte, donc il y a des techniques peu conventionnelles, mais du coup ça veut aussi dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de couture pour réaliser la robe. J'espère surtout vous donner de l'inspiration et de l'envie pour vous mettre au cosplay, vous mettre à la couture ou en tout cas réaliser un projet créatif. Sur ce, c'est parti! La première étape, c'est le patron. Comme pour la cape, j'ai réalisé mon patron à partir d'une toile et je l'ai numérisé. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver sur mon site si besoin, et pour les patrons numériques que vous achetez, en général, il faut l'imprimer en suivant les instructions qui sont données dans le patron. Pour le mien, il suffit de l'imprimer en taille réelle, puis de l'assembler. C'est comme les pièces d'un puzzle, il faut reconstruire le patron parce que, à la maison, on n'a pas d'imprimante permettant d'imprimer sur des énormes formats. Du coup, on imprime sur du A4, donc il est coupé, donc faut le réassembler. Pour ce patron, j'ai d'ailleurs essayé d'avoir au maximum le moins de jointures possible. C'est pour ça qu'il y a plusieurs pièces qui tiennent sur une seule et même feuille. Donc là, il suffit de scotcher ensemble les lignes B à D, puis E à G, et enfin les 3 dernières feuilles de la ligne A. Bon, c'est écrit dans le fichier, vous inquiétez pas. Toutes les autres feuilles n'ont donc pas besoin d'être scotchées, ce qui est plus simple au niveau du montage. Pour monter, du coup, il faut superposer les feuilles au niveau des marges des lignes, afin que les petits ronds que j'ai mis se chevauchent, et quand tu imprimes en taille réelle, normalement, ça veut dire que normalement le centimètre se superpose exactement. Après, n'oubliez pas qu'avec les imprimantes domestiques, on peut avoir des marges d'erreur. Si la feuille se décale d'1 ou 2 mm par exemple, ou si elle ne s'axe pas parfaitement, il peut y avoir des petites marges d'erreur. Donc, alignez-vous en plus des bords avec les traits et les continuités des traits du patron. Bref, tout ça, ça devrait vous prendre un peu moins d'1 heure, mais pas mal de scotch. Perso, je prends du scotch transparent et j'en mets sur les 2 faces de la feuille afin que ça ne bouge pas du tout. Une fois que le tout est bien fixé, il suffit de couper en suivant les lignes du patron, ce qui permet d'avoir toutes les pièces du patron. Une fois que le patron est coupé, on va pouvoir couper le tissu. Là, moi, j'ai utilisé un lin mélangé, donc mélangé avec du polyester, que j'avais dans mon armoire depuis très longtemps. Il vient des coupons de Saint-Pierre. Je l'aime beaucoup parce qu'il a une texture un peu comme de la gaze de coton, donc très doux et très fluide, et il est un peu moucheté. Je trouve ça joli, ça rajoute un peu de texture à l'œil. Bref, je voulais un tissu fluide d'ailleurs pour qu'il vole bien quand je bouge et qu'il y ait ce côté magique qu'il y a dans l'atelier des sorciers, donc ce tissu-là m'a paru parfait. J'ai passé pas mal de temps à le repasser avant de poser mon patron dessus, ce que je vous conseille de faire aussi, mais j'ai quand même pas réussi à enlever toutes les froissures du tissu. Voilà, je pense qu'il était dans mon placard depuis trop longtemps, mais j'avoue aussi que j'ai fait cette robe pendant la canicule, donc j'ai pas eu la patience de passer 2 heures à repasser mon tissu sous 40 degrés, et je pense que vous comprendrez. Bref, en plus de ça, tissu fluide, ça veut dire super joli mouvement quand tu tournes, mais ça veut aussi dire un enfer à plisser. Donc avec ce tissu, je me suis compliqué la tâche pour cette robe, donc je vous encourage à peut-être prendre un tissu un peu plus rigide si vous voulez faire la même robe afin de vous faciliter toute la partie des plis. Ou alors, pourquoi pas thermocoller les parties que vous plisserez, je sais pas. Je lance l'idée, vous en faites ce que vous voulez, je sais pas si c'est une bonne idée, bref. Du coup, pour préparer le tissu, donc on lave et on repasse avant de poser le patron dessus. Dans ma manière de réaliser mes patrons et de les vendre, je n'inclus jamais les marges de couture parce que selon moi, la marge de couture dépend des tissus que vous utilisez. Donc cela veut dire qu'il faut rajouter des centimètres et que le bord du patron correspond à la ligne de couture. Donc en général, pour les marges de couture, on rajoute entre 1 et 1,5 cm et pour les ourlets, plutôt 3-4 cm. Mais ça va dépendre essentiellement du type de finition que vous faites, qui dépend du type de tissu que vous utilisez. Ici, pour mon lin, j'ai ajouté 1,5 cm de marge de couture partout. C'est la base, vous pouvez pas faire d'erreur si vous partez là-dessus. Pour ajouter une marge de couture, comment on fait? C'est très simple. Il suffit de tracer un trait parallèle à celui du patron à la distance voulue. Donc ici, à 1,5 cm du patron. Le plus simple, c'est de s'aider d'une règle japonaise, c'est-à-dire une règle transparente gradée. Mais si vous n'en avez pas de panique, vous faites des points régulièrement à 1,5 cm du bord de votre patron, vous les reliez et c'est bon. Personnellement d'ailleurs, pour tracer le patron, j'utilise un feutre friction, donc qui s'efface à la chaleur, trop pratique. Attention, cependant, ça peut réapparaître s'il fait très froid. Donc on fait attention, c'est pour ça que j'utilise par exemple des couleurs qui vont passer un peu avec le costume et le tissu au cas où ça réapparaît dans la doublure. Donc ici j'ai pris du marron vu que c'était tacheté de marron, logique. L'avantage des feutres par rapport au craie, c'est que je trouve que ça glisse plus facilement sur le tissu et c'est un peu plus précis, surtout quand vous avez un tissu fluide et un peu moelleux. Je trouve qu'il est un peu moelleux, je ne saurais pas le décrire autrement que ça.
que le tissu que j'avais. Voilà, il est un peu moelleux. Après avoir tracé le tour du patron ainsi que la marge de couture, j'épingle les deux épaisseurs ensemble parce que vous savez qu'en général, on coupe d'un coup 2 pièces, comme ça elles sont bien symétriques, et on coupe. Pour ce patron, j'ai utilisé 3,75 m de tissu, donc je vous conseille de prendre 4 mètres, 4,50 m si vous voulez être sûr. Parce que la partie de la jupe devant, en fait, si on veut pas de couture dedans, ça bouffe pas mal de tissu et ça entraîne pas mal de chutes de tissu qu'on peut pas forcément réutiliser. Et les plis, ça utilise beaucoup de tissu aussi, presque le triple pour la partie plissée. Donc voilà, prenez 4 mètres, 4,50 m de tissu pour être sûr. On passe maintenant à la partie la plus complexe et la plus longue, le plissé de la robe. La robe a un détail très joli mais très technique, c'est la partie du buste qui est entièrement plissée et qui en plus est dans des directions différentes. Super pratique, merci. Du coup, ça veut dire que ça va vous demander, comme je disais, 3 fois plus de tissu que nécessaire et en plus de ça, ça demande beaucoup de précision pour aligner tous les plis parce qu'il y a une symétrie parfaite et si on la suit pas, ça va tout de suite se voir à l'œil. Ça veut dire que chaque pli doit être millimétré pour qu'il soit parfaitement symétrique. Un cauchemar. Pour ça, je vais vous expliquer la technique que j'ai trouvée la plus simple à faire, mais c'est peut-être pas la plus simple pour vous. Vous partagez la manière de faire, mais il peut y avoir d'autres techniques plus adaptées pour vous. Et dans mon patron, si vous faites attention, je mets une marge beaucoup plus grande pour la partie déplissée parce que justement, ça me laisse plus de marge d'erreur. Du coup, on coupe la version dépliée de chaque pièce et il va falloir venir les plisser pour faire la forme plissée de ces pièces. Pour cela, je vais marquer d'abord le bord du patron en bas, la ligne de couture en fait, et à partir de là, je vais faire pli par pli. Je trouve beaucoup plus simple de travailler à partir du patron plissé, que je vais appeler maintenant un gabarit, qui correspond exactement à comment la pièce doit être une fois finie avec les marques des plis. Les traits, ce sont les plis une fois finis. Et comme les gabarits sont symétriques et que j'ai mis les deux dans le patron, je trouve que c'est plus simple pour avoir une parfaite symétrie parce qu'on a les deux. Et en plus, avec un tissu clair, blanc, beige, on peut voir à travers et ça, c'est assez pratique. Bref. Et avant d'avancer, je vais aussi vous expliquer comment j'ai pensé mon plissé parce qu'il y a plusieurs manières de plisser. En gros, c'est des plis plats. Et le pli est aussi profond que la largeur du pli, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Là, j'ai fait exprès. Ça veut dire que pour la partie apparente, la largeur du tissu, il y a le double de tissu en dessous qui est replié. Chaque pli fait 2 cm de large, donc en dessous, il y a 4 cm repliés, ce qui permet du coup en fait d'aligner le pli avec le repli et je trouve que c'est plus facile pour faire des repères. Donc en fait, en réalité, vous n'avez même pas besoin du gabarit, vous pourriez tracer directement les lignes de pli et plisser. En fait, ça ferait une droite à 4 cm de la première, puis une à 2, puis une autre à 4, puis une autre à 2, et ainsi de suite au fur et à mesure. C'est comme ça que j'ai fait dans ma toile, mais pour la version finale, j'ai vraiment préféré suivre le gabarit, même si dans la théorie, on pourrait le faire directement avec les droites espacées de 4 et 2 cm. Mais déjà, le stylo friction, c'est face à la chaleur, et en plus, mon tissu est fluide et se maintient pas très bien, donc je vais venir créer les plis un par un, en vérifiant à chaque fois que ça correspond bien au gabarit, et donc que chaque pli fait bien 2 cm et 4 cm de repli, ce qui est très très long, mais au moins je suis sûre que c'est les bons plis. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer la pratique et la galère. Première étape, on place le bord du patron avec la ligne que je viens de tracer, qui correspond à la ligne de couture. Avec mon feutre, je pointe la 3e ligne, donc 4 cm de la première ligne, en fait je pourrais le faire directement. Et ensuite je trace à la règle la droite en reliant les 2 points. Je viens aligner cette droite sur la première afin de créer mon premier pli en faisant bien attention à faire le repli en dessous. J'épingle. Je repasse pour marquer le pli et maintenant je viens remettre le gabarit, je vérifie que mon pli est bien au bon repère et je viens de marquer la 2e ligne puis la 4e. Je viens plier en superposant les droites, je marque au fer, je remets le gabarit, je marque les points, je plie, je marque au fer et ainsi de suite en suivant à chaque fois que le pli correspond au gabarit, sinon je défais le pli et je le refais. À expliquer, ça paraît compliqué parce qu'il y a des droites, des plis, des machins, des longueurs, mais en fait c'est très très simple, c'est juste fastidieux et long. C'est pas complexe, mais c'est long. Surtout que on vérifie à chaque fois que l'alignement des plis avec le repère sur le gabarit, il est bon pour qu'il n'y ait pas de décalage parce que, en fait, la difficulté, elle est là, c'est la rigueur. Si tu as 1 mm de décalage sur un pli, tu peux te retrouver avec 5 mm de décalage sur le dernier pli, ce qui est énorme. Donc, il faut être très très rigoureux sur le plissé, la largeur et la profondeur des plis pour que ça corresponde bien. Et le tissu fluide rend tout ce process
insupportable car ça glisse et ça se déforme. Là où une toile rigide, ce serait tellement simple à plisser parce que ça va se positionner, ça va plus bouger, ça va prendre les marques de fer. Bref, mon erreur était dans le tissu fluide, mais le rendu final est joli, donc c'est pas grave. Normalement, si vous avez suivi le patron, vous avez des formes plissées beaucoup plus larges que le gabarit, comme j'expliquais, afin d'avoir une marge d'erreur assez grande. Donc une fois que toutes les pièces sont plissées, on va pouvoir venir placer le gabarit une dernière fois en alignant bien les plis et couper en ajoutant, on n'oublie pas d'ajouter la marge de couture de 1,5 cm. Donc soit vous tracez le gabarit, vous ajoutez la marge et vous coupez, ce qui est le mieux, soit vous faites la même erreur que moi, vous épinglez la doublure dessus parce qu'il y a une doublure qui est comprise dans le patron à partir du gabarit, et vous coupez en suivant la doublure. C'est une erreur parce que si vous n'êtes pas assez rigoureux, ça peut décaler les plis et donc vous allez devoir tout refaire, ce qui m'est arrivé. Donc le plus simple, c'est vraiment de redécouper et d'ensuite fixer la doublure. La pièce de la doublure, d'ailleurs, elle n'est pas là pour doubler la robe comme on le ferait habituellement, mais uniquement pour doubler la pièce plissée. En fait, elle va venir fixer les plis pour qu'il n'y ait pas de frottement à l'intérieur des plis et qu'ils ne bougent pas. Et de mon côté, j'ai fixé les deux ensemble avec un fil de bâti rouge en suivant la ligne de couture de chaque pièce. Ainsi, que ce soit sur l'endroit ou à l'envers, je savais où était la ligne de couture et elle correspondait bien en plus à l'alignement des plis. Et donc, je n'avais pas à retracer au stylo friction parce qu'à chaque fois qu'il y a du fer à repasser, ça efface le stylo. Au bout de 10 fois, t'en as marre de le refaire, donc le fil rouge, c'était le plus pratique. Une fois que toutes les pièces sont plissées et doublées, on peut enfin commencer le montage de la robe. Finalement, là, c'était la préparation du tissu. Maintenant, c'est le montage. Du coup, on peut passer au montage du haut. L'important ici, ça va être de prendre le temps de bien aligner les plis de devant, donc les pièces B, les petits triangles. Et comme il s'agit du milieu devant, si c'est pas aligné, en fait, ça se verra tout de suite. C'est pour ça que c'est ça le plus important. Même s'il y a des boutons dessus, un non-alignement sera assez visible en vrai, donc faites attention. Après, si c'est 1 mm, c'est pas grave, mais voilà, faites attention tout de même à la symétrie parce que l'œil repère tout de suite quand ça l'est pas. Et si vous avez bien respecté les gabarits, normalement, en alignant bien les lignes de couture, tous les plis devraient être alignés. Normalement, c'est pas là la complexité parce que si vous avez bien fait votre travail au niveau du plissé, l'alignement est assez facile. Donc comme j'étais assez sereine sur mon plissé, vu que j'y ai passé des heures et des heures, je l'ai juste épinglé perpendiculairement à la ligne de couture. Pour aligner, donc je vérifie en fait que l'épingle rentre d'un côté d'une ligne et ressorte de l'autre côté sur l'autre pièce, sur la même ligne correspondante symétrique. Et c'est pareil pour les plis. Si on épingle sur le bord d'un pli sur une face, il doit ressortir sur le bord du pli de l'autre face, tout simplement. Et pourquoi on épingle perpendiculairement? Parce que ça permet de laisser les épingles pendant qu'on passe à la machine et donc que le tissu ne bouge pas pendant qu'on le passe à la machine. Alors que si on doit enlever une épingle à chaque fois, et ben en fait il y a un risque ce qui bouge et donc on décale les plis. Si vous êtes moins téméraire ou moins serein que moi, n'hésitez pas à d'abord bâtir avec un fil à bâtir et ensuite coudre à la machine. Comme ça, ça vous permet de vérifier au fur et à mesure de votre bâti que les plis s'alignent et de revenir en arrière si besoin. Une fois que c'est épinglé, donc je couds à la machine et ensuite on ouvre les coutures au fer à repasser pour bien aplatir la couture. Ça va rendre beaucoup plus propre, mais surtout ça va permettre de vérifier que c'est bien aligné parce que parfois ça a l'air aligné et en fait en repassant on voit qu'il y a un décalage. Et voilà, ça permet d'avoir une pièce centrale avec des plis parfaitement symétriques. Bravo à vous, vous avez passé l'étape la plus compliquée. Une fois cette partie cousue, il suffit de monter les autres pièces ensemble, donc les pièces A, C avec la pièce B. Pas besoin d'aligner des plis cette fois parce qu'on ferme pas derrière, on fermera plus tard avec une fermeture éclair ou des boutonnières. Faites juste attention à bien suivre les lignes de couture et quand il y a des lignes de couture qui comportent des plis, faites attention à pas forcément prendre le pli dedans si vous voulez qu'il reste apparent. Après, vous pouvez prendre le choix de prendre le pli dedans et qu'il n'y ait pas de pli sur la dernière section. Bref, je sais pas si vous avez capté, mais ça me paraît clair dans ma tête. Pour les finitions intérieures de la robe, j'ai décidé de ganser les coutures. C'est-à-dire, parce que le mot paraît être un gros mot comme ça, mais c'est pas très compliqué. En fait, ganser, c'est mettre du biais sur les bords bruts. On peut appeler ça aussi, en anglais, du Hong Kong binding. J'aurais pu le faire avant de coudre les pièces ensemble, mais comme c'est quand même complexe avec les plis, les alignements et tout, j'avais peur de devoir découdre, recoudre et que le biais me gêne. Du coup, j'ai préféré ganser à la fin, ce qui peut se faire, ce que pas le mieux, mais ça peut se faire, donc vous inquiétez pas. Quel est l'intérêt de ganser, donc de mettre du biais? En fait, déjà, ça protège les bords bruts, donc ça, c'est super. Mais surtout, ça va solidifier les coutures. Par contre, ok, c'est plus résistant, mais on rajoute une épaisseur. Et ça, on n'a pas forcément envie en fonction du tissu et du rendu qu'on veut. Donc, c'est pas forcément une technique à utiliser systématiquement et ça ne convient pas à tous les projets.
Ici, ça me semblait pas mal pour donner de la tenue à un tissu qui était fluide et qui a tendance à se déformer, donc il se déforme un peu moins. Et en plus, je trouvais que ça rendait joli à l'intérieur et ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, j'avais envie de gancer. Bref, j'ai gancé. Si vous avez la flemme, parce que c'est très long et fastidieux de gancer, vous pouvez surfiler vos bords bruts, soit avec une survêteuse si vous en avez une, soit avec un point zigzag sur votre machine à coudre. C'est le plus simple, c'est le plus rapide et le plus adapté lorsqu'on est débutant. Une fois le haut monté, en laissant l'arrière ouvert, je vous le rappelle, on peut s'attaquer à la jupe et le col. Pour la jupe, le plus simple, c'est d'abord de monter la partie devant, donc la partie qui s'appelle E, sur la partie B, donc le triangle. Et ensuite la partie F, donc l'arrière de la jupe, sur la partie C, donc c'est-à-dire le dos du haut. Et enfin, de coudre E et F ensemble sur les côtés. On commence par le devant, donc la partie E. J'aligne le milieu de la jupe avec le milieu du haut. Et j'épingle en allant du milieu vers les côtés. Ça permet, si jamais il y a un décalage parce que le patron, vous l'avez mal coupé, ce qui peut arriver, ou que le tissu s'est détendu, ou bref, il y a un petit souci, ça permet d'ajuster le surplus au niveau des côtés et non au milieu devant où ça se verrait. Et en plus, comme on a une pointe en V et qu'on n'a pas de couture devant, il faut bien faire attention à cranter jusqu'à la couture, sans couper la couture, pour que la pointe apparaisse bien et du coup ne pas avoir de petits plis disgracieux en plein milieu de la robe. Pour le dos, on fait pareil, on commence du milieu vers les côtés, mais là on a une couture dans le dos, donc en plus s'il y a besoin on peut rattraper au niveau de cette couture. Et une fois que c'est épinglé, on coud à la machine. Une fois que c'est monté, on va pouvoir coudre les côtés ensemble et ainsi, aussi simple que bonjour, la jupe est montée sur le haut. Si vous avez bien respecté les lignes de couture, les marges et tout devrait bien s'aligner. Une fois la jupe montée, on peut passer au col. Bon, sur mon premier col que j'ai filmé, donc que vous verrez, j'ai oublié de thermocoller, mais sachez-le, j'ai thermocollé par la suite, c'était un peu compliqué, mais j'ai réussi à le faire dans une étape suivante. Donc avant de commencer, thermocollez l'endroit de votre col avec un thermocollant pas trop fort, mais quand même, mais pas la doublure, uniquement l'endroit. Une fois l'endroit thermocollé, vous positionnez endroit contre endroit le col et la doublure du col. Vous cousez toute la partie haute, donc extérieure de votre col, vous retournez, vous repassez et ça enferme les bords bruts à l'intérieur de votre col. Ensuite, on va pouvoir monter le col sur la robe. Comme pour la jupe, on commence par le milieu et on va épingler et monter jusque l'arrière. Comme ça, s'il y a un petit problème, pareil, on adapte avec l'arrière. On épingle endroit du col contre endroit de la robe et attention, on ne prend pas la doublure du col parce qu'on va venir fermer à la main plus tard pour cacher tous les bords bruts. On épingle bord à bord et on coud. Une fois l'endroit du col cousu sur l'endroit de la robe, on vient fermer la doublure du col sur l'envers de la robe à la main pour emprisonner le bord brut dans le col et on peut faire un point visible ou pas, ça c'est votre choix. À partir de là, on peut du coup poser la fermeture éclair invisible dans le dos et c'est comme pour l'avant, on fait attention à ce que les plis correspondent pour que ce soit joli. Mais avec un peu de patience et si vous avez bien suivi les gabarits pour les plis, ça devrait correspondre aisément. Perso, j'ai eu aucun problème alors que franchement, je pensais galérer un peu plus que ça sur l'alignement. Vous pouvez utiliser d'autres systèmes de fermeture parce que si vous voulez être absolument accurate, il faudrait plutôt mettre des boutons et un ruban boutonnière ou des petites boucles de boutonnière. Mais là, j'avoue que je me suis dit qu'on verrait jamais le dos de ma robe et que même si c'était le cas, je pense que c'est pas grave que j'ai pas de boutons. Voilà. Mais sachez que normalement dans l'art officiel, ça se ferme avec des boutonnières. L'enfer. Le plus dur étant passé, je dis ça à chaque étape mais c'est pas grave, il est temps de faire les manches. Alors, j'ai fait des manches Vigo, j'adore ce nom. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture au niveau de l'avant-bras pour froncer la partie supérieure, parce que c'est une manche qui a du volume au niveau du biceps, mais qui est cintrée au niveau de l'avant-bras. À la place de faire des fronces et une couture, on va venir en fait enfermer le surplus de volume dans une pince qui est créée par une longue boutonnière traditionnellement. Et vu qu'on va serrer la manche au niveau de l'avant-bras et du poignet, il faut un système de fermeture permettant de passer la main, puis ensuite de refermer pour que ce soit bien adapté parce que votre poignet est plus fin normalement que votre tour de main, donc ça passe pas si vous avez fait vraiment ajuster au poignet. Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous faites une manche Vigo traditionnelle, c'est-à-dire que vous faites une vraie boutonnière, vous cousez des boutons le long de la ligne indiquée par le patron et sur l'autre ligne, vous mettez des boutonnières soit en ruban, soit avec des boucles élastiques, bref, une boutonnière. Et c'est là votre système de fermeture et de recintrage qui va faire que vous ouvrez, vous passez votre main, vous remettez chaque bouton un à un et ça recintre bien l'avant-bras. Soit
vous êtes comme moi et vous avez la flemme. Et du coup, vous mettez une fermeture éclair invisible sur la couture intérieure. Et en fait, vous ne faites pas de boutonnière, vous faites une pince. Et vous cousez des boutons par-dessus la pince. Du coup, vous l'avez compris, c'est ce que j'ai fait. Et donc pour ça, j'ai commencé par poser la fermeture éclair invisible au niveau de la couture intérieure de la manche. Une fois que la fermeture éclair invisible est posée, j'en profite pour fermer la manche jusqu'au trou de l'emmanchure et on repasse pour ouvrir les coutures. Ensuite, sur l'envers de la manche, on va plier la manche en deux. Mais comme vous l'avez fermée, elle est déjà pliée en deux. Et on épingle pour faire la fausse boutonnière. Donc là où vous mettriez les boutons et les boutonnières, moi je vais venir coudre et fermer définitivement. Donc je vérifie en passant mon bras que je laisse assez de marge pour pouvoir enfiler la manche, que ce soit pas trop serré, mais pas trop lâche non plus, que ce soit confort, quoi. Et une fois que je suis satisfaite, je vais coudre comme une pince et on va repasser. Et ensuite, je vais venir coudre les boutons au niveau de cette pince, tout simplement, pour faire comme si c'était des boutonnières, mais ça n'en est pas. Pour un meilleur résultat, je vous suggère de passer par un vrai système de boutons, ça sera plus joli, plus historique, plus sympa, mais voilà, j'ai eu la flemme, donc on juge pas. Une fois qu'on a fait ça, on fait l'ourlet au bout des manches et on peut monter la manche sur la robe. La manche étant froncée, donc ayant plus de volume uniquement sur le dessus de l'emmanchure au niveau de l'épaule, commencez par monter par le bas. Donc on épingle la couture intérieure de la manche avec la couture qui joint l'avant et l'arrière de la robe en bas de l'emmanchure. On épingle perpendiculairement à la couture, bord à bord, en remontant sur 12 cm environ. Et à partir de ces 12 cm jusqu'en haut, on va pouvoir commencer à froncer la manche. Il y a plusieurs techniques. Personnellement, j'aime bien faire des plis creux. Donc en fait, d'abord, je vais venir épingler le milieu haut de la manche avec la couture de l'épaule. Ensuite, je marque les milieux et l'écart au niveau de l'emmanchure et au niveau de la manche. Je les fais coïncider et je viens aplatir en plis creux. Vous pouvez froncer normalement à vue d'œil, ça marche aussi très bien. Une fois que tout est épinglé avec attention et précision, je viens coudre toute l'emmanchure et pour cela, je trouve ça plus simple de travailler avec un petit plateau. Donc en fait, j'enlève le plus gros du plateau de ma machine à coudre. C'est possible en général sur la plupart des machines à coudre. Sachez que ça simplifie les emmanchures. Expliquer comme ça paraît simple, mais si vous n'êtes pas habitué à faire des emmanchures, sachez que c'est une des parties les plus complexes à faire sur un vêtement. Donc prenez votre temps. Ma première emmanchure, par l'époque, elle était affreuse, c'est normal. N'hésitez pas à bâtir au fil avant si besoin, donc à la main. Et n'hésitez pas à découdre et recoudre. Si vous voyez que vous avez fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas de honte à avoir fait des erreurs et à refaire. À partir de là, la robe est quasi finie, on tient le bon bout. Il suffit de faire les finitions, donc comme je vous l'ai dit, j'ai gancé toutes les coutures intérieures, ça vous le savez. Et pour l'ourlet de la jupe, bon, soit vous faites un ourlet normal, ce que j'aurais pu faire, mais j'ai voulu tester. Une nouvelle technique que j'ai vue sur le compte de Pulsatrix Cosplay, c'est un ourlet avec un biais caché. Je vous explique. Vous prenez votre biais, vous l'ouvrez, vous cousez le long de la ligne endroit du biais contre endroit de la jupe, au bord du tissu. Vous faites tout le tour. Ensuite, on rabat le biais par-dessus et on rabat à l'intérieur de la jupe. Ça fait un peu comme si c'était une doublure. On repasse pour bien fixer le pli. Et ensuite, avec un point chausson, c'est un point à la main qui permet de faire des ourlets invisibles. Ça va venir fixer le biais à la jupe pour qu'il reste bien à l'intérieur. Ça me permet d'avoir un ourlet hyper propre, sans couture visible, et d'ajouter une petite épaisseur, un peu comme si je mettais du crin, qui permet donc de définir un tout petit peu mieux le tombé du tissu et que le bord brut soit bien protégé, parce que c'est le but quand même de l'ourlet. Et après le petit ourlet, on coud les boutons manquants, et voilà le résultat. Une robe toute légère et parfaite pour l'atelier des sorciers qui rend trop bien avec la cape d'ailleurs. Le tissu fluide est finalement un choix que je trouve pas mal parce que je trouve que ça rend vraiment très joli avec la cape. Ça donne du mouvement, ça donne de la légèreté au costume. Et du coup, je trouve qu'on retrouve vraiment cet aspect aérien qu'on a dans les illustrations du manga. Mais par contre, ça veut dire que les plis ont tendance à se défaire un peu à cause des frottements. Et du coup, il faut toujours retirer sur le tissu pour qu'il se remette bien. Et ça, c'est un peu chiant. Mais bon, finalement, je suis assez fière de ma cape. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me le dire en commentaire. Avec Inky, on vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On espère surtout que ça vous a plu. Inky, oui. Pour soutenir la chaîne, je vous invite à commenter, partager, liker,
partager, c'est même le plus important. Si vous avez des questions sur le patron ou la réalisation, n'hésitez pas à demander en commentaire, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Et sur ce, on vous fait d'énormes bisous, on vous dit à la prochaine fois, c'était Anina. Pinky, le petit pépère de 13 ans. Oh mon bébé. Bisous. Fais des bisous.